Bien, ben, justement, on parlait de son à l'instant, et notre intervenant suivant, Rodolphe Collange, C'est lui qui a la porte qui grince. oui, c'est lui la porte qui grince, mais ici, c'est un son comme un autre, hein. C'est normal. Voilà. Donc, Rodolphe, vous êtes musicien, compositeur, ingénieur du son. Vous avez suivi la formation du CIFAP, Centre international de formation à l'audiovisuel et de production. C'est vous qui l'avez dit, hein. En 2000, vous rejoignez le GMEA, Centre national de création musicale d'Albi, comme son sigle ne l'indique pas. Ça. Et vous nous expliquerez quel est le GMEA, parce que là, je n'ai pas suivi. Peut-être que le A est d'Albi. Puis les studios EOL, qui sont, je crois, accueillis actuellement encore à Audi-Sud à Blagnac. Ceci vous permet de produire des pièces et de vous former à la musique électroacoustique, à la composition, à l'improvisation. Vous vous formez aussi à la composition pour le cinéma et à l'écriture orchestrale, aux techniques avancées du son, à l'interprétation acousmatique. Puis, vous fondez votre propre studio en Ariège, là où vous êtes en ce moment, on vous y voit. Vous considérez l'interconnexion et la mixité des productions sonores comme caractéristiques de notre culture sonore post-industrielle et multiconnectée. À partir de leurs empreintes, vous tentez de faire surgir de nos mémoires intimes le mouvement de la pensée qui voyage dans nos souvenirs, se projette dans l'avenir, affronte la mort et l'oubli. Votre sens de la dramaturgie et sa souplesse stylistique caractérisent votre musique. Vous travaillez avec des metteurs en scène, des réalisateurs, des chorégraphes, des plasticiens, des chercheurs, et vous improvisez en concert et réalisez des installations sonores. Vous êtes aussi lauréat en 2017 de l'Open Call Festival International Exhibitronic. Écoutez, battez la mesure et nous vous suivrons note à note. C'est à vous. Bravo, Denis. Bonsoir à tous et bienvenue dans mon studio, qui est l'un de mes lieux de travail, si ce n'est le principal. Et vous pouvez le constater, je suis entouré de machinerie, la plupart, un grand nombre, en tout cas numérique. Et j'étais très attentif sur nos trois intervenants précédents qui ont soulevé chacun différents éléments clés de ce qui nous amène ici ce soir, hein, sur le rapport artistique au numérique. Donc là, je vais l'aborder sous l'angle de la musique, du son, de l'art sonore. Pour ma part, le numérique est arrivé dans ma vie à un moment absolument déterminant, dans les années 90, où j'étais un tout jeune musicien amateur, mais avec des désirs de faire de l'art, et j'étais tout autant dans le théâtre que dans l'écriture, à ce moment-là, que dans la musique, à pratiquer en amateur, en autodidacte du rock'n'roll, et puis la musique électronique qui est apparue. L'arrivée massive du développement des ordinateurs personnels et de logiciels dédiés au son et à la création musicale a été absolument déterminante. Pour moi, comme pour beaucoup de gens de ma génération, ce qui était auparavant réservé à des grands professionnels devenait tout d'un coup accessible avec un simple ordinateur de bureau. On pouvait se mettre à la composition, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait le plus que le jeu direct, la composition. Donc très très vite, je suis rentré dedans. Tout en restant autodidacte, je me suis formé dans les divers organismes qui proposaient des formations courtes pour s'initier à différentes pratiques de composition, d'improvisation. Chemin faisant, entre mon goût pour ma pratique au départ du rock and roll ou de la musique pop, hein, au sens général, ma rencontre avec la musique électronique et mon goût prononcé et pour la musique classique m'a fait rencontrer la musique électroacoustique, ce qui a été l'autre point déterminant qui faisait le lien entre l'art savant de la musique classique et la possibilité pour un néophyte de mettre les mains rapidement et de manière plus intuitive
voire visuels ou avec des outils accessibles à la composition de musique complexe, quoi. Donc au fil du temps, je me suis formé auprès de différents organismes et puis je me suis mis en mode de création. Et donc le numérique à ce moment-là a été absolument déterminant et je crois pouvoir dire aujourd'hui, je ne serais pas devenu un compositeur professionnel si le numérique n'était pas arrivé à devenir accessible à tous. Aujourd'hui, il est possible avec un simple ordinateur portable de créer de la musique, de la vidéo, d'être un créateur numérique. Pour autant, je ne me considère en aucun cas comme un e-artiste ou artiste numérique. Je reste dans le format plutôt classique du compositeur musical, mais aussi artiste sonore. Et donc là, ma démarche contemporaine, elle se situe là. Elle se situe plutôt dans un registre social que technique ou technologique. Autour de moi, j'ai énormément de machines, bien sûr, qui sont tout autant numériques que analogiques. Mais dans la pièce d'à côté, j'ai aussi beaucoup d'instruments, j'ai beaucoup de microphones, j'utilise énormément de sources différentes pour créer mon art. Et là, j'ai envie de reprendre le fil des intervenants précédents. Notre précédente intervenante évoquait le fait, justement, pas du tout romantique, que l'art virtuel, qui est la nouvelle révolution, en fait, esthétique en devenir, et elle a raison d'y travailler de manière très active sur l'aspect esthétique, c'est qu'on s'est assez longtemps laissé dépasser par la montée en gamme technologique, et que là, on revient à des choses sur ce que nous apporte vraiment cette technologie et comment l'artiste s'en saisit. Et là, on revient à M. Marange sur le numérique n'est pas une fin en soi, c'est le propos artistique qui prime. Mais si le propos artistique doit primer, ce qui est vraiment, vraiment nouveau là, c'est la réalité virtuelle. Et là, pour compléter ce que vous disiez à la fin de l'intervention de notre dernière intervenante, le son et la musique là-dedans, dans la réalité virtuelle, effectivement, là, il y a quelque chose de nouveau qui a déjà été développé dans les jeux vidéo, et très largement. Les jeux vidéo qui sont en pointe et sur la technologie et sur la recrue d'artistes, créateurs, quand bien même l'objet n'est pas d'en faire une œuvre d'art, mais d'en faire des objets commerciaux. C'est comment on se saisit de ça et comment, puisque le joueur rentre dans une réalité virtuelle et fait ses propres choix, comment est l'image et le son et la musique qui habille tout ça, qui fait plus qu'habiller en vérité. La musique est plus qu'un habillement, la musique fait vivre. La musique et le sound design font vivre de manière plus intense ce qui se passe, quoi. Et comment on adapte une musique, un son, qui est normalement le règne de la temporalité. La musique, c'est l'art du temps. Et comment on fait une musique ou un paysage sonore qui s'adapte en temps réel. Donc là, c'est tout le travail qui reste à venir. Je ne sais pas si moi-même j'y suis prêt. Alors, je suis toujours au fait des dernières technologies et des matériaux et du matériel que l'on utilise. Mais là où je rejoins aussi M. Marange, c'est l'objet même artistique. Quel est son sens? J'ai été victime moi-même de la course à l'armement, qui est d'avoir toujours plus de matériel. Vous pouvez le voir là, j'ai plein de matériel. Pour autant, il n'y en a jamais assez. Il faut avoir toujours le nouveau logiciel, le nouveau truc révolutionnaire, le nouveau truc formidable. Est-ce que ça nourrit vraiment l'objet artistique? Aujourd'hui, avec la démocratisation
justement des matériaux. Tout le monde peut faire des vidéos, tout le monde peut faire de la musique de manière assez accessible financièrement et avec très peu de matériel. Ce qui a, d'une part, contribué à faire monter en gamme la qualité des productions, le fait même que tout soit accessible par Internet pour écouter, pour voir le travail des autres, fait que chacun progresse de son côté, en tant qu'artiste professionnel, tout comme en tant qu'artiste amateur. Donc tout est monté en gamme, mais tout a eu tendance aussi, puisque l'industrie culturelle reste quand même majoritaire et reste la plus impressionnante, la plus spectaculaire dans ce qu'elle peut démontrer, contribue à lisser et à homogénéiser les productions. Donc la place de l'artiste là-dedans, celui qui a quelque chose à dire, comment on se positionne là-dessus, quoi. Pour ma part, j'ai fait le choix de rester en contact toujours avec les évolutions technologiques. Je ne cours pas après, je n'ai pas les tout derniers logiciels, je n'ai pas les tout derniers matériels. Et ce qui m'importe depuis le début, autant dans ma façon d'aborder mon œuvre, que justement sa mise en œuvre, c'est de voyager autant dans le passé que dans le présent et les perspectives du futur. Donc ici, dans mon studio et dans mes outils de travail et mes manières de faire, ma façon d'appréhender les choses, je suis autant sur des instrumentations ultra classiques avec des instruments anciens baroques que je vais retraiter, je vais prendre le son avec des vieux micros à lampe passés dans des préamplis à lampe qui finiront dans du numérique à la fin et qui seront retraités par des machines numériques des années 80. Et puis peut-être un plugin de l'IRCAM. Tout ça, ce ne sont que des outils. C'est une palette supplémentaire et qui ne modifie pas en fait les enjeux que nous nous donnons en tant qu'artistes. J'ai vu trop souvent, et c'est vraiment un écueil du numérique, autant je peux dire que je n'aurais pas pu devenir un vrai professionnel artistique sans le numérique, parce qu'il m'a donné des accès et des possibilités à travailler de manière autonome et à développer des projets larges que je n'aurais pas pu faire. Autant la course à l'armement et à développer des techniques complexes sont parfois, très souvent même, chronophages. Je pense par exemple au logiciel MaxMSP. Jean-Marc Matos, qui nous rejoindra tout à l'heure, en parlera peut-être, puisque nous avons suivi ensemble une formation MaxMSP au GMEA. Donc GMEA, qui est un centre national de création musicale, mais son nom originel, c'est Groupe de musique électroacoustique d'Albi. Donc nous avions suivi ensemble en 2003, je crois, une formation MaxMSP. Nous en avions besoin, autant lui que moi. MaxMSP est un logiciel, un logiciel plateforme de programmation à mi-chemin entre la programmation informatique et la programmation graphique, qui met en lien, qui permet de créer ses propres logiciels selon ses propres besoins artistiques, et qui met en lien tout autant la vidéo, l'image, le son, la commande de moteur, et pour mettre tout en lien. Donc on crée son propre logiciel où tout est communicable avec toute forme de communication, et qui permet de faire notamment des installations de la performance à partir de capteurs qui mettent en lien vidéo, son, lumière. Donc voilà, moi je m'y étais formé parce que j'en avais besoin pour faire des installations interactives, du coup avec des capteurs qui
qui captait donc le mouvement des gens, et, leur position et leur regard, et qui déclenchait du son, de l'image, en interaction. Donc, j'ai passé un certain temps là-dessus, j'ai fait 2-3 heures avec ça. Je me suis rendu compte, et je me suis rendu compte avec beaucoup de camarades, que ça prenait quand même énormément de temps de conception technique, où l'on perdait de vue, ou en tout cas, on passait moins de temps sur la création purement artistique. De sorte que, pour ce logiciel, MaxMSP ou Pure Data ou d'autres comme ça, on appelle ça des patchers, de nouveaux profils de techniciens artistes se sont développés, qui sont devenus des spécialistes. Parce que c'est tellement complexe quand on a un projet spécifique que l'on peut s'adresser à des gens justement qui en ont fait une spécialité et qui prennent en charge tout l'aspect technique extrêmement chronophage. Parce que j'ai vu beaucoup d'œuvres à cette époque-là, encore aujourd'hui, hein, avec la VR, c'est ça aussi. On arrive au spectaculaire, ok, la technique elle marche, mais jusqu'à la dernière minute, c'est du travail technique qui est réalisé, et l'aspect artistique est passé au second plan. Il y a eu moins le temps de travailler à l'aspect artistique, tellement l'aspect technique complexe. Donc moi, je me tiens un peu à distance de ça. Depuis un moment, depuis cette expérience-là, en tout cas avec MaxMSP, je suis de ceux qui attendent que les technologies elles soient bien avérées, bien stables, qu'elles marchent bien, qu'elles soient opérables pour répondre à mon vœu de proposition esthétique, quoi. Donc, en aucun cas, je suis un artiste parce que je ne pense pas opérer dans l'art numérique. Je travaille toujours, je suis là pour faire de la musique et de l'art sonore. Je suis pour autant au fait et usager des technologies qui permettent le mieux de le faire. Là, par exemple, on parlait de la VR. Hein, là, je suis en ce moment en train de faire comme je travaille depuis longtemps dans la spatialisation du son. Là, le binaural, hein, c'est enfin la spatialisation du son à la maison. Le binaural, c'est avec un simple casque audio stéréo, recréer virtuellement de l'espace sonore à 360 degrés, quoi. Ce qu'on obtient d'ordinaire avec un acousmonium, avec 100 haut-parleurs ou une octophonie, ce que je fais couramment. Mais personne n'a d'octophonie à la maison, et encore moins un acousmonium avec 100 haut-parleurs. Donc ça fait partie des techniques qui ont été développées, et je ne sais même pas comment ça marche, à vrai dire. Je m'y suis intéressé, évidemment. Je ne suis qu'un usager. Ça fonctionne, ok, j'y vais, quoi. Voilà, donc je suis un artiste usager des technologies numériques. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à nous faire entendre? Bah alors, je ne savais pas trop quoi faire. On l'avait évoqué il y a quelques jours. Oui. Alors j'ai des trucs, je ne sais pas si ça a vraiment du sens, mais on a un peu de temps encore là. Oui, allez. J'étais rapide. 5 minutes, ça vous va? Ouais, 5 minutes, c'est bien. Donc on va faire je vais le faire de manière aléatoire un peu. Je suis un exécrable DJ. Mais je vais sélectionner 2-3 trucs. Il va y avoir donc la pièce Rivage pour grandes orgues augmentées et électronique, en concert au Jésus à Toulouse et les orgues l'an dernier. Donc un petit bout, je vais mettre un petit bout. Et puis des trucs récents. Quelque chose qu'on a fait en studio, où là c'est pareil, on est entre l'acoustique et le numérique, avec dans un quartet où il y a de la guitare, de la contrebasse et de la clarinette et de l'électronique. Tout ça traité comme ça, mais en prise de son direct. Là, il s'agit de musique improvisée. Et puis, il faut une exposition, donc une installation sonore que j'ai fait récemment qui était en octophonie, en 16 canaux. Donc normalement mise en espace, elle sera qu'en stéréo. Donc un petit bout, et là qui est purement, qui est pareil, qui est fait de prise de son,
de traitement numérique, de traitement analogique, de toute la chaîne audio, de manière générale, quoi. Bah, écoutez, On envoie un petit bout de tout ça, 5 minutes. Merci.
vous remercie infiniment. Vous avez nos mails, n'hésitez pas à nous faire part, c'est vrai pour vous, mais aussi pour tous les autres, hein, de faire part de vos prestations dès qu'on aura le droit de sortir, on aura le droit d'entendre, de voir, d'admirer au choix. Hein. N'hésitez surtout pas à nous le faire savoir et nous, on répercutera auprès de nos réseaux. Hein, en février, pour ma part, normalement, si tout va bien, le 27 février, au Théâtre du Pavé, avec le quartet Danza Cosmos, donc contrebasse, guitare, clarinette et moi-même électronique. D'accord, bah écoutez, n'hésitez pas à nous le rappeler, nous envoyer. Je vous le rappellerai. Voilà, et on fera suivre à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur le Président, un petit mot? Merci, c'est une découverte de son, de musique, mais c'est une musique qui est écrite ou vous combinez un petit peu au feeling? Alors là, ce que je vous ai diffusé là rapidement comme ça, quelques bouts d'extraits, il y a de la musique écrite, il y a de la musique improvisée, la musique écrite donc pour instruments et électronique, de la musique improvisée avec instruments et électronique, et de la musique électronique pure et dure. Voilà. On a eu 3 bouts comme ça de choses. Bon, évidemment, c'était un peu liminaire. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut savoir. Avec Natalia, elle va avoir besoin de... Donc, en l'occurrence, le concert au Théâtre du Pavé, le 27 février, ce sera de la musique improvisée en direct, l'improvisation dite libre. Bien, mais... Voilà, où tout se passe en direct, quoi. Ok, bah écoutez, on essaiera de s'en souvenir et de trouver le temps pour aller vous écouter pour de vrai et pas en numérique. Et voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup.